Beaucoup pour l'invitation. On est très contente de venir vous parler de ce projet. Donc aujourd'hui, on sera deux à intervenir. On travaille toutes les deux avec Pamela Devino au sein du Bureau des acclimatations, un collectif de 5 éco-conseillers qui travaillent sur les sujets de transformation écologique pour la culture. Mais Pamela et moi, on travaille spécifiquement pour la filière du livre. Et je commence, mais je donne tout de suite la parole à Pamela et je vais faire signe à Christophe régulièrement d'avancer les slides. Donc si tu veux bien mettre la seconde, s'il te plaît. Je voulais juste faire une toute petite intro pour vous dire que le travail qu'on vous présente, il s'inscrit vraiment dans la continuité du rapport Décarbonons la culture, que vous connaissez bien. J'étais en charge de la rédaction de la partie livre et édition. Et pour moi, la principale conclusion de ce rapport, c'était le fait de dire on a besoin de trouver un système économique qui permette de séparer d'un côté le livre-objet et de l'autre côté la lecture, qui permettent d'asseoir la création de valeur économique sur la lecture et pas sur la vente d'un objet neuf. Donc, une des intuitions, c'était de dire peut-être c'est sur le livre d'occasion qu'il faut trouver une nouvelle manière de faire. Mais finalement, on est allé un peu plus loin. Et ce dont on va vous parler là, c'est pas le livre d'occasion, c'est un autre système qui permet vraiment de mutualiser les livres en découpant, en détachant la propriété privée du livre et l'usage de la lecture. On va vous dire très concrètement à quoi ça ressemble, parce que là, ça paraît un peu abstrait, mais juste pour vous dire qu'on s'inscrit quand même dans la filiation de ce rapport, puisqu'on a repris cette partie-là qui concluait sur la nécessité de regarder du côté de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et je finis là, et ensuite je crois que je passe la parole tout de suite à Pamela, pour vous dire que vraiment au lendemain de la publication du rapport, on a déposé une demande de financement dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Alternative Verte pour la culture, qui finance plein d'autres projets intéressants et qui pour nous se termine à la fin du mois d'octobre 2025, mais on a la chance que l'ADEME ait pris le relais, et puis on a un petit bout de financement aussi de la région Grand Est. Ce projet, il a été déposé en partenariat avec 2 maisons d'édition jeunesse, Bayard et l'École des loisirs, et évidemment dans la boucle le Shift Project, qui nous a appuyé sur le côté méthodo. On était 2 structures bénéficiaires du financement, le Bureau des acclimatations, et puis notre partenaire universitaire, l'Université de Grenoble, qui a un master métier du livre, et qui du coup pendant 3 ans a vraiment proposé aux étudiants une formation avec un point d'attention accru sur le côté écologique du livre. Pamela, est-ce que tu veux prendre le relais dès maintenant ? Non, vas-y, fais jusqu'à... Vas-y. Ok. Alors, du coup, c'est Pam qui va vous décrire, c'est Pamela qui va vous décrire à quoi ça va ressembler exactement, puisque là, on va être très très concrètement dans l'expérimentation à partir dans 15 jours. Notre but, c'est de tester un nouveau modèle, et on veut que ce nouveau modèle, il réponde à 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment de fabriquer moins de livres. Donc là, l'objectif, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On vous montrera tout à l'heure une simulation, et on espère que la réalité va confirmer les calculs qu'on a pu faire. Donc le premier objectif, c'est un objectif de réduction de l'impact environnemental, gaz à effet de serre, mais aussi extraction de ressources naturelles et pollution. Deuxième pilier, c'est un modèle économique qui soit plus vertueux. Je veux bien que tu avances, Christophe, si tu peux. Donc aujourd'hui, l'industrie du livre, elle est basée sur un système qui ne tient que si on vend de très très grandes quantités, puisque sur un livre vendu, tout le monde va faire une toute petite marge. Donc en fait, la rentabilité, la profitabilité de cette filière, elle est relativement mauvaise pour l'essentiel des acteurs. Et donc ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui vont réussir à faire de très très gros volumes. Et notre idée, c'est de se demander comment on peut sortir de cette logique-là, qui est une logique de course à la croissance des volumes, et aller plutôt vers accepter que la post-croissance est là, c'est-à-dire que le marché du livre, de toute manière, ne croît plus depuis plusieurs années, et chercher plutôt à améliorer la marge économique et la rentabilité. Donc, trouver un modèle qui soit finalement plus profitable pour les acteurs, plus rentable. Et slide suivante, troisième pilier important pour nous, c'est la question de la lecture. Comment proposer une offre qui permette de rendre la lecture économiquement accessible et notamment d'encourager à découvrir des choses. Quand un livre neuf coûte, aujourd'hui, là, c'est la rentrée littéraire, un livre en grand format, ça coûte 25 €. Et ben la tendance, si on n'a pas des moyens infinis, c'est d'aller vers les choses qu'on connaît déjà, les valeurs sûres, les choses connues, les choses qui ont déjà eu un prix, etc. Et on va être sans doute moins capable d'investir 25 € sur un livre totalement inconnu, d'un éditeur indépendant, de niche, d'un premier roman, etc. S'il n'y a pas tout un travail de prescription, de recommandation, etc. Donc notre recherche dans ce projet-là, c'est aussi de trouver un système qui permette d'encourager
à la fois économiquement et dans le fait de faire de la recommandation, d'encourager la découverte et la curiosité. Un petit mot pour vous dire que le marché du livre en ce moment, c'est un marché qui est vraiment fragilisé par plein de facteurs différents. Le premier étant évidemment la baisse du pouvoir d'achat, ça touche toutes les filières. Et puis, il y a eu dans les années précédentes un certain nombre de hausses des coûts, à la fois de l'énergie évidemment, et donc du transport, mais aussi du papier. Même si ça s'est revenu à des niveaux un peu plus raisonnables, il y a eu quand même une hausse importante du coup des coûts de fabrication. Donc le prix des livres a plutôt tendance à augmenter, là où le pouvoir d'achat a tendance à reculer. Un autre phénomène, c'est que ce qu'on appelle le tirage moyen, c'est-à-dire le nombre moyen d'exemplaires pour le même titre, est en très forte baisse depuis les 30 dernières années. Et donc ça veut dire que pour chaque livre est moins rentable, puisqu'il va être vendu en moins d'exemplaires. Et aussi, à chaque fois, l'auteur ou l'autrice dont la rémunération est calculée en proportion du nombre d'exemplaires vendus est en forte baisse. Donc on a besoin de faire de plus en plus de livres pour réussir à avoir finalement le même niveau économique que ce qu'on avait auparavant. Et puis un élément important dans le paysage, c'est le développement du marché de l'occasion, qui représente actuellement 10% du marché, et on estime à peu près 20% des volumes. C'est-à-dire qu'en gros, sur 100 livres vendus, il y en a 20 qui sont vendus en occasion, et sur 100 euros dépensés, il y a à peu près 10 euros qui sont dépensés dans le livre d'occasion, puisque le prix de l'occasion est bien moins cher, bien moins élevé que le prix du livre neuf. Donc c'est un marché qui est en ce moment fragilisé et plutôt tendu. Les libraires en ce moment sont plutôt inquiets sur leur avenir, mais pas seulement, hein, les éditeurs aussi, notamment les éditeurs indépendants, etc. Et puis en parallèle de ça qui est vraiment spécifique au marché du livre, sur le marché en général de ce qu'on appelle le retail, donc la vente de biens et de services, surtout de biens, on observe le développement de ce qu'on peut appeler l'économie du partage. Il y a eu, évidemment, la première vague, c'est vendre des objets neufs. Il y a eu largement installé maintenant une deuxième vague de vendre de l'occasion. Donc, vous l'avez vu pour l'automobile, le textile, l'informatique, etc. La vente d'occasion s'est développée. La troisième vague aujourd'hui, c'est proposer du neuf, proposer de l'occasion et proposer de la location. Et à nouveau, on va le trouver pour l'automobile, le textile, l'électroménager, l'informatique, etc. Je peux peut-être mettre l'image suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai mis quelques photos, je crois, voilà, d'exemples. On trouve aujourd'hui de la location à la fois de vêtements, d'électroménager, Decathlon. C'est largement tourné vers cette nouvelle manière de faire. Et puis, j'ai dû mettre une image encore après pour vous rappeler que les pratiques d'abonnement, elles sont déjà très présentes dans nos pratiques culturelles. Vous avez sans doute, si on fait le tour là, on a probablement tous et toutes au moins un abonnement à une plateforme de musique, à une plateforme de vidéo, de jeux vidéo, à peut-être un pass dans un cinéma, à une bibliothèque, à une ludothèque, etc. Donc, c'est déjà dans les pratiques culturelles. Je veux bien que tu avances encore. Je suis désolée de devoir te demander à chaque fois. Je vais passer peut-être un peu vite là-dessus, mais on s'est rendu compte en travaillant sur ce projet que la location, elle existait aussi déjà pour les livres, mais pour les livres numériques. Par exemple, les manuels scolaires dématérialisés ne sont pas vendus aux établissements scolaires. On leur vend un abonnement, une forme de streaming de livres en fait. On leur vend la possibilité d'aller consulter en ligne des manuels et du coup, on leur vend par bouquet, etc. De même, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, Spotify a ouvert sa plateforme à la présence du livre audio, donc des livres enregistrés. Et ça pose plein de questions de comment on calcule le droit d'auteur, comment on rémunère les ayants droit là-dessus, etc. Donc ce sujet de la location ou de l'abonnement au livre, il existe déjà pour le livre dans ses versions dématérialisées. On peut avancer à nouveau. Et je finis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à nouveau, quand on a travaillé sur cette question de peut-on louer des livres, on s'est rendu compte que c'était une pratique qui existait déjà dans le monde. Donc là, je vous ai mis juste des exemples et je ne vais pas les commenter plus que ça, mais on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, il y avait plein d'offres différentes où ça pouvait être des abonnements, ça pouvait être de la location vraiment à l'exemplaire, notamment pour les manuels universitaires qui sont extrêmement chers aux États-Unis. On a trouvé un service en Inde qui ressemble beaucoup à de la bibliothèque privée. Et puis en Suède, dans une grosse chaîne de librairie, une offre dont on s'est inspiré et qui du coup voilà, Pamela va vous présenter comment ça fonctionne parce que on a vraiment repris leur modèle avec quelques aménagements, mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Et du coup, je veux bien que tu avances et je pense que je vais pouvoir couper mon micro, et passer la parole à Pamela. Super, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai l'impression que j'ai une très mauvaise connexion.
Alors, donc effectivement, on lance l'expérimentation là en ce moment, enfin, c'est incessamment sous peu, dans 15 jours, dans 3 librairies. Je veux bien que tu passes, Christophe, s'il te plaît. L'idée, si vous voulez, avant de se lancer, c'était, donc on a pensé à tout ça, de pouvoir le tester un peu en grandeur réelle, donc dans 3 points de vente. Alors, comment ça marche en fait? On a beaucoup changé, fait des allers-retours, des échanges, notamment avec les 3 librairies partenaires, mais aussi le groupe de travail qui est composé de 10 maisons d'édition différentes. Et donc, on propose un abonnement en fait qui va être à durée fixe. Et là, on s'est fixé une année scolaire, en fait, en gros de octobre à juin 2026, sur une sélection qui est assez restreinte. Alors, ça a encore bougé aujourd'hui et ça va être 29 titres pendant toute la durée de l'abonnement. Où en fait, l'idée, c'est que l'abonné va prendre un seul livre à la fois. Et contrairement à la bibliothèque, il va pouvoir le garder aussi longtemps en fait qu'il le souhaite pendant toute la durée de l'abonnement. Et une fois qu'il le ramène, il va pouvoir échanger contre un autre livre de la sélection, et ce jusqu'à la fin de l'abonnement. Alors bien sûr, il n'a pas intérêt à garder un livre 6 mois, puisque l'idée c'est qu'il puisse lire tous les livres de la sélection. Et ce qui change aussi, c'est que même si on n'encourage pas la propriété privée, ça nous semblait quand même intéressant commercialement que l'abonné puisse garder un livre de son choix parmi les 20 titres disponibles, donc son livre préféré à la fin de l'abonnement. Tu veux passer aussi, Christophe, s'il te plaît. Alors, sur le prix de l'abonnement, on s'est fixé, pareil, après discussion entre les éditeurs et les libraires, mais aussi pour que ce soit intéressant, puisqu'on l'a vu en premier, il y a un axe en fait écologique et décarbonation, mais aussi l'aspect économique, améliorer les marges. Donc, on s'est fixé un prix annuel de 29,90 € sur cet abonnement, en tout cas, puisque là, c'est juste un prototypage. Et certainement que si on explore d'autres abonnements sur d'autres segments littéraires, il n'y aura pas le même nombre de titres et ce ne sera pas forcément le même prix. En tout cas, sur celui-ci, on l'a fixé à ce prix-là. L'idée, c'est que le libraire va acheter les livres de la sélection sur le même circuit commercial habituel aux éditeurs, avec sa remise commerciale. Mais en fait, il va reverser en supplément aux éditeurs un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être généré par l'abonnement. Et ensuite, les éditeurs vont eux-mêmes reverser une partie de ce pourcentage à leurs auteurs. Donc la contribution, elle va vraiment être basée sur le prix de l'abonnement. Et ça sera fixé par un contrat tripartite entre les auteurs, les éditeurs et les libraires. Si tu veux bien continuer, Christophe, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alors souvent, en fait, on nous interpelle, et c'est souvent d'ailleurs les premières réactions qu'on a en répondant, en rétorquant à juste titre, oui d'accord, enfin bon, c'est le principe d'une bibliothèque d'emprunter un livre, de le garder autant qu'on veut, de l'échanger contre un autre. Effectivement, mais en fait, il y a plusieurs différences à notre sens. La première, c'est de dire que déjà, tout le monde ne va pas en bibliothèque. Et qu'un des premiers freins, c'est souvent qu'il y a un délai, en fait, pour ramener le livre, et que les horaires d'ouverture aussi ne correspondent pas forcément à tout le monde et à son mode de vie. Donc il y a ça, qu'on n'offre pas une carte de bibliothèque, généralement, mais même si on pourrait. Et sur la sélection qu'on propose dans l'abonnement, c'est une sélection qui est beaucoup plus restreinte, limitée, qui est à la fois toujours disponible dans la librairie, mais qui est aussi élaborée par le libraire. Alors là, on avait pas mal de contraintes pour l'expérimentation. Donc finalement, le choix du libraire a peut-être été moindre, mais à terme, on a envie aussi que ce soit composé, que ce soit la sélection du libraire, comme il peut le faire en fait dans sa librairie, avec son choix de ligne éditoriale. Donc il n'y a pas de délai pour rapporter son livre. Il y a une valorisation, donc c'est ça ce que je disais, de la prescription du libraire. Et on vise vraiment, c'est ça, une complémentarité entre les titres qui sont proposés à la bibliothèque. Parfois, en fait, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est que le libraire propose aussi une autre offre. Et là, on a bien regardé d'ailleurs dans la sélection des titres qu'on a fait. Dans les 3 librairies qui font partie de l'expérimentation, on a regardé si les titres étaient présents dans la bibliothèque à proximité, puisqu'on n'a vraiment pas envie que ça rentre en concurrence.
Alors parfois, les bibliothèques sont très bien achalandées. Donc pour une des librairies, il y avait quand même pas mal de livres présents. Mais pour une autre librairie, en fait, il n'y a quasiment aucun titre présent. Donc là, il y a une vraie complémentarité. Je veux bien que tu passes la slide d'après, s'il te plaît. Alors les objectifs, effectivement, nos objectifs, ceux du groupe de travail des éditeurs, des libraires et aussi de nous, c'est de savoir en fait comment ça va être perçu par les clients, puisqu'en fait on a tous des usages qui sont bien ancrés quand même dans nos pratiques de lecture. Donc comment un client en librairie va recevoir cette offre, puisque ça va forcément déstabiliser, donc il va falloir aussi un accompagnement. Donc et puis de le voir aussi dans le côté très pratico-pratique sur les échanges de livres, la gestion que ça va amener en supplément pour le libraire. Et puis surtout de mesurer forcément est-ce que ça va générer davantage de marge en fait, que ce soit aussi bien pour les auteurs, les éditeurs et les libraires, sans pénaliser finalement la vente aussi. On a un peu peur ce risque de cannibalisation comme on dit, que ça empêche d'autres ventes d'autres livres. Enfin, voilà. Et puis, bien entendu, avec cette expérimentation, c'est quels sont les freins justement pour un passage à l'échelle, les documenter pour pouvoir encourager ceux qui voudraient proposer aussi un abonnement dans leur librairie, qu'on arrive à lever tout ça. Alors, je ne vais pas vous présenter, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit au début, on s'est concentré sur cette première offre d'abonnement, c'est une offre jeunesse, donc pour les 9-11 ans, tout simplement parce qu'au début, dans le groupe de travail, il y avait des éditeurs jeunesse, donc on est plutôt parti instinctivement avec les éditeurs qui étaient nos partenaires des éditeurs jeunesse vers une offre jeunesse, et après nous sommes allés, tu peux passer à la slide d'après, chercher 3 librairies spécialisées jeunesse. Donc la librairie L'Arcelet à Saint-Dizier, mais qui reste une librairie généraliste avec un rayon spécialisé jeunesse développé, Libre Enfant à Tours et Des Rires et des Livres à Montreuil. Et donc comme je vous le disais, on a aussi 10 éditeurs partenaires qui ont accepté donc de jouer le jeu avec nous. Et environ, on a compté mais on n'est pas à jour, 45 auteurs aussi, puisqu'il y a des auteurs, parfois ils sont plusieurs sur un livre, il y a aussi les illustrateurs. Donc ça fait quand même, mine de rien, eh bien, un petit paquet de monde voilà, pour cette expérimentation. Et après, je crois que je te repasse la parole, je ne sais. Je vais essayer de vous partager 2 choses avec vous un peu rapidement et puis ensuite on gardera du temps pour les échanges. Essayer de vous expliquer le modèle économique. C'est pas simple, je vais simplifier un peu, mais vous donner les grandes lignes de comment ça marche et ensuite vous montrer les simulations CO2 qu'on a pu faire et du coup l'intérêt d'un point de vue réduction des émissions. Alors pour le modèle économique, tu peux avancer si tu veux bien. On va prendre on va faire un exemple chiffré. Si on imagine que on va vendre un abonnement qui est composé de 30 livres différents, donc 30 titres différents. En fait, ces titres, on va les acheter en quantité variable. On sait que certains titres vont beaucoup tourner, d'autres moins. Et donc, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de livres pour qu'ils soient disponibles en librairie quand les abonnés viennent changer leurs livres. Donc voilà, on va avoir 30 livres différents, mais peut-être, selon le nombre d'abonnés, il va y avoir, on va le regarder juste après, il va y avoir peut-être 50, 70, 80, 100 livres différents. Pour notre exemple, on a pris un prix public, PPHT, prix public hors taxe, qui est un concept important dans la librairie. Un prix public hors taxe autour de 15 € et notre abonnement, il est vendu autour de 28 €. C'est la même TVA pour la vente et la location de livres. C'est une TVA réduite à 5,5. Donc tout ça, si j'ai mon abonnement, tu peux avancer, à 28 € et que j'en vends, par exemple, je ne sais plus, on a mis 50. Donc 50 abonnements fois 28 €, ça fait 1400 € de recettes. Alors première chose, combien le libraire doit-il acheter de livres? C'est le moment de suivre un petit peu. J'ai 50 abonnés et il y a 30 titres différents. Mon objectif est d'avoir toujours 30 livres en rayon. Et en même temps, chacun des abonnés va avoir un livre chez lui. Donc en gros, je vais acheter le nombre d'abonnés plus le nombre de livres. J'ai fait beaucoup de maths sur ce projet. Voilà. C'est le moment où j'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc, si j'ai 50 abonnés, je vais avoir 80 exemplaires.
30 exemplaires en magasin et 50 exemplaires chez les abonnés. Et donc, vous voyez bien 80 exemplaires, il n'y a que 30 titres. Donc, forcément, il y a des livres qui sont en 2, 3, 4, 5 exemplaires. Ça va jusque-là? Si vous êtes déjà perdu, vous avez le droit de protester. Si personne ne dit rien, on peut avancer à la slide d'après. Je ne vais pas aller trop loin sur le modèle. Ça m'évoque une question. 80 exemplaires, c'est de tous les livres, c'est pas juste de un livre. Ah non, c'est au total. Il aura acheté au total 80 livres. D'accord. Ok. D'accord. Bonne question, merci. Donc, ce qui se passe, c'est que le libraire, Pamela vous le disait tout à l'heure, le libraire, il achète les livres aux éditeurs classiquement. Et donc, en moyenne, en général, un auteur ou une autrice touche 8% du prix public hors taxe de son livre. Donc là, on était sur un prix moyen à 14,80 €. S'il touche 8%, à chaque livre qui est vendu, l'auteur ou l'autrice touche 1,2 €. Déjà, c'est intéressant de voir quand même les moyennes de rémunération. 8% étant plutôt une moyenne haute. Si c'est un livre jeunesse où il y a un illustrateur ou une illustratrice et un auteur ou une autrice, ils se le partagent. Donc, ils vont toucher 60 centimes chacun. Quand on est dans une fourchette haute, on a fait des visios de présentation avec les auteurs, autrices impliqués dans le projet. Certains nous disaient, moi, je suis pas à 8%, je suis à 2%. Voilà. Donc, ça, c'est quand le libraire achète les livres, ça déclenche de manière un peu automatique le fait que l'éditeur va reverser 8% de ce prix d'achat à l'auteur ou à l'autrice à la fin de l'année, au moment où on fait ce qu'on appelle la reddition de compte. Donc ça, c'est à chaque exemplaire que le libraire a acheté. Si le libraire, il l'avait acheté pour le vendre ou qu'il l'ait acheté pour le louer, c'est pareil, ça génère la même quantité de droits d'auteur. Tu peux montrer la slide suivante. Et donc, notre idée, c'était évidemment de dire, ben, là, notre but, c'est qu'il touche plus. Donc, alors c'est là que c'est un peu compliqué. Je vais essayer de simplifier. À la fin de l'année, le libraire va compter combien il a vendu d'abonnements, combien il a fait de chiffre d'affaires. Donc, nous, tout à l'heure, on s'était dit, il a fait 1 400 € de chiffre d'affaires. Sur ces 1 400 €, il va prélever 6% des recettes qui vont être partagées entre tous les éditeurs, entre tous les livres, tous les titres qui ont participé au projet. Donc, on va simplifier, mais on va dire en gros, 6% du CA sont prélevés, sont transmis aux éditeurs, autrices, et ces éditeurs, on leur demande de reverser la moitié de la somme aux auteurs, autrices ayant droit, illustrateurs, illustratrices, etc. Pourquoi 6%? Parce que c'est aujourd'hui le montant qui existe de quelque chose qui s'appelle le droit de prêt. Quand un libraire vend un livre à une bibliothèque, il va verser une taxe de 6% du prix public du livre à un organisme qui collecte ces droits d'auteur et qui les reverse aux éditeurs et aux auteurs, éditeurs-auteurs qui les partagent à 50-50. Donc en fait, c'est un mécanisme qui existe déjà. À la base, on pensait vraiment s'inspirer de ce truc-là, à tel point qu'on a sollicité l'organisme qui collecte ces droits, qui s'appelle la SOFIA, pour savoir si on pouvait leur verser à eux pour que eux le reversent. Bon, ils n'ont pas souhaité participer à ce projet-là de cette manière, mais voilà, on s'est vraiment inspiré de ça. Probablement, c'est pas le bon montant. Et sans doute, à la fin de l'expérimentation, on va se rendre compte que c'était pas assez ou que c'était trop. Mais ben, on a pris ce montant-là, c'est un test et on se donne vraiment le droit à l'erreur. Et donc, on ajustera soit en cours de route, soit en fin d'expérimentation ou pour les prochains abonnements à venir. Donc, voilà. En gros, l'idée, c'est le libraire achète les livres, ça génère du droit d'auteur classiquement. Et ensuite, le libraire vend des abonnements et repartage une partie de son chiffre d'affaires avec les éditeurs et les éditrices qui, du coup, gagnent plus d'argent quand il va louer les livres que quand il va vendre les livres. Bon. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra revenir dedans. C'est pas complètement simple comme mode de calcul, mais ça a été intéressant aussi de débattre ça. Et ce qui je trouve vraiment intéressant et positif dans ce projet, c'est que, Pamela, vous le disiez, on a 10 maisons d'édition. Dans ces 10, il y en a qui appartiennent à des grands groupes, voire à des très grands groupes, et d'autres qui sont des maisons indépendantes, parfois petites maisons indépendantes. Et on a imposé à tous les, enfin, on a proposé, mais ça a été accepté sans problème, à tous les participants à ce projet-là, d'avoir les mêmes conditions commerciales pour tout le monde. Donc c'est vraiment la même règle, et les recettes sont partagées à complètement équité entre toutes les maisons et tous les auteurs et autrices, quelle que soit la notoriété du titre, la taille de la maison, etc. Ça, c'était quand même plutôt chaud. Voilà pour le modèle économique. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. On peut juste regarder les simulations CO2 qui doivent être juste derrière. Ah non, pardon. Pour vous dire quand même qu'on a fait le même travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais on a comparé à la fois pour un éditeur, pour un auteur et pour un libraire, qu'est-ce qu'il gagnait quand on vend un livre et qu'est-ce qu'il gagnait quand on louait un exemplaire. Notre but étant que tout le monde gagne mieux, donc que tout le monde gagne plus,
qu'on arrive à la fois à fabriquer moins de livres, mais la condition pour fabriquer moins de livres, c'est que sur ceux qui sont fabriqués, tout le monde gagne mieux sa vie. Parce que sinon, on fait simplement s'effondrer l'économie du livre, ce qui est vraiment pas notre objectif. Donc, cette simulation-là, c'est un exemple, une simulation, mais on a cherché des taux qui nous permettaient de voir que, à partir d'un certain seuil, c'est-à-dire, franchement, si on vend 8 abonnements, tout le monde perd de l'argent, clairement. Il faut quand même qu'on arrive à vendre un certain nombre d'abonnements pour que l'opération soit rentable. Mais on constate qu'à partir du seuil de rentabilité, aujourd'hui, en l'état, tout le monde gagne plus. Ce qui est probable, c'est que, et c'est quelque chose qui existe déjà pour les auteurs et autrices, si on vend très très bien l'abonnement, c'est le libraire qui gagne vraiment énormément. Et donc on s'est dit que si vraiment le libraire vendait très bien, peut-être on ferait des taux progressifs. C'est-à-dire que plus il vend d'abonnements, plus il va reverser à l'auteur et à l'éditeur. Bon, ça, c'est des détails qu'on ajustera un peu en cours de projet. Voilà pour le modèle économique. Je pense que j'ai pas vu. Voilà. Excuse-moi, juste une question très brève. Moi qui suis un prosélyte là-dedans, enfin pas du tout un prosélyte, un néophyte, pardon. C'est quoi l'intérêt pour l'éditeur qui lui a une production industrielle de livres à faire et à tenir? Quel est l'intérêt pour lui? Pour nous, on vise deux intérêts. Un intérêt écologique, et on va y venir tout de suite, et un deuxième intérêt qui est un intérêt économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les éditeurs, ils sont confrontés au fait qu'il n'y a plus de croissance du marché. On vend le même nombre de livres à peu près, voire plutôt en léger déclin tous les ans. Mais donc le chiffre d'affaires des éditeurs, c'est le même, on va dire. Si on considère que tous les éditeurs ensemble sont une masse, leur chiffre d'affaires annuel est à peu près le même. Par contre, ce qui se passe, c'est que le nombre de titres différents n'arrête pas d'augmenter. Donc en fait, à chaque fois qu'ils sortent un bouquin, ils vont vendre moins d'exemplaires de ce bouquin-là. Hors best-seller, donc tu as aussi un phénomène de best-sellerisation qui va aussi jouer là-dedans. C'est-à-dire que tu as très peu de titres qui vont capter une grosse part du marché et tous les autres qui vont à peine survivre, pour schématiser et dire les choses un peu simplement. Et le deuxième phénomène, c'est que leur chiffre d'affaires... Pardon. Ouais, juste pour finir, leur chiffre d'affaires est le même. Par contre, leurs charges sont en train d'augmenter. Les coûts de fabrication, les coûts de stockage, les coûts de transport sont en train d'augmenter. Donc, leurs marges sont vraiment en train de s'effondrer. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire, vous n'arriverez pas à vendre plus de livres, vous n'y arrivez pas. Vos recettes ne marchent plus. Faire toujours plus de livres, ça ne marche plus. Par ailleurs, les gens lisent moins. Donc, notre idée, c'est comment rendre la lecture accessible, moins chère, etc. Et pour vous, des meilleures marges. Arrêtez de chercher la croissance du chiffre d'affaires et cherchons la croissance de votre marge. Et ça, c'est un discours qui quand même les intéresse. Ouais, je comprends bien. C'est très clair. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu donnes une porte de sortie à une filière industrielle, parce que la fabrication de papier et de livres, c'est quand même derrière des industriels, vraiment du papier. Tu leur donnes une voie de sortie, par ce moyen-là, que je trouve hyper intéressante. Hyper intéressante. Ça répond à un besoin aussi. Je voulais juste ajouter il y a un phénomène en librairie où la durée de vie des livres, en fait, une nouveauté chasse une autre. Et on dit que la durée de vie d'un livre, c'est quoi? C'est moins de 2 mois, en gros. Et en fait, l'abonnement permet aussi de donner la place, la visibilité et le temps à un livre de s'installer, et aussi de proposer en fait des livres de fond et de ne pas être dans ce système de nouveautés permanent. Et puis dans l'industrie aussi, il y a aussi le pilon. Ouais, parce que on peut en parler tout. Ouais, enfin, je sais pas, c'était pour rebondir sur ce que vient de dire, je crois, Gaëtan, c'est que quand on fait le moindre salon du livre et qu'on fait la fin, par exemple, là, j'ai participé plusieurs fois au salon du livre jeunesse de Montreuil. On remplit des cartons à la fin qui vont à la benne, enfin, qui vont pas à la benne, mais qui vont au pilon, quoi. Enfin, qui vont à la benne de recyclage. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Il y a une filière de recyclage qui est assez bien organisée, je crois, mais ça fait mal au cœur quand même de remplir des cartons énormes, parce que c'est pas des petits cartons de déménagement, hein. C'est des cartons de palettes qui font, je sais plus, 1,20 m par 80, un truc comme ça, sur à peu près 1,20 m, 1 mètre de haut. Donc c'est vraiment des gros cartons. Et effectivement, on a du pilon à gogo, quoi. Ouais, si ça peut pour les éditeurs, ça peut être intéressant. C'est là où, pour répondre sur le modèle économique, pour les éditeurs, c'est là où c'est intéressant. Ouais.
Ouais, alors je suis pas rentrée dans ce détail-là. Je fais une micro-incise là-dessus. C'est très spécifique à l'industrie et à la filière du livre, qui globalement, économiquement, est une industrie assez peu efficace. C'est vraiment, heureusement qu'ils en vendent des grandes quantités, parce que il y a effectivement des niveaux de perte, de gaspillage et d'inefficacité économique assez incroyables. Et donc les libraires ont le droit de renvoyer les livres qu'ils n'ont pas lus, qu'ils n'ont pas vendus, pardon. Ils n'ont pas lu non plus parfois. Sans vraiment de limite dans le temps. Ce qui fait que ils sont encouragés à commander beaucoup de livres, mais en sachant que s'ils ne les vendent pas, ils pourront les retourner. Et donc, effectivement, ça va générer un taux important de retour. Donc, on va dire autour de entre 20 et 25% des livres qui arrivent en librairie sont renvoyés aux éditeurs. Et là-dessus, une part considérable part au recyclage. Donc, voilà, le recyclage, c'est mieux que rien. Ceci dit, les émissions de CO2, ça ne se recycle pas. Hein. Donc, toutes les émissions qui ont été associées à la fabrication de ces livres, à leur transport, à leur stockage, puis au recyclage, ce sont des émissions qui sont dans l'atmosphère. Et certes, on aura recyclé la matière, mais on n'aura pas recyclé toutes les émissions précédentes pour des livres qui n'ont pas été ouverts, qui ont juste été fabriqués, transportés, stockés et transformés en boîte à œufs. Donc ça, c'est effectivement intéressant pour les éditeurs. Et dans notre modèle-là, les livres qui sont achetés pour l'abonnement ne sont pas renvoyés à l'éditeur, c'est sûr. Ils sont identifiés comme faisant partie de l'abonnement, on met des stickers dessus, etc. Donc, ils ne peuvent pas être renvoyés. Donc, pour l'éditeur, c'est intéressant aussi de savoir qu'il ne va pas, à un moment, voir revenir 25% de ses bouquins qu'il va devoir rembourser au libraire. Donc, il y a aussi ces effets-là un peu de prévisibilité, de gestion de trésorerie. Alors, nous, on est à toute petite échelle. Hein. Ce qu'on fait, c'est tout petit. C'est dans 3 librairies. Ça n'a aucun impact sur l'activité économique des éditeurs dans la masse de leur activité. Mais l'idée, c'est qu'à terme, les bénéfices économiques viennent compléter les bénéfices écologiques. Et du coup, si tu veux bien, Christophe, vas-y, mais on peut avancer aussi. Moi, j'avais juste pour rebondir là-dessus, mais là, c'est un peu technique, mais sur la question des offices, parce que les gros éditeurs, il y avait quand même du côté libraire, il y avait quand même une incitation à prendre des offices, quoi. Donc à prendre des livres et à servir de lieu de stockage pour les éditeurs, quoi. Et de banquier un peu en même temps. Ce qu'on appelle l'office, c'est la mise en place plus ou moins automatique des nouveautés dans les librairies le jour de leur sortie, en sachant qu'il y a 4 jours par semaine de sortie de nouveautés. Donc, chaque semaine, il y a 4 jours où les éditeurs envoient les nouveautés, donc les jours d'office. Et en moyenne, un jour d'office, il y a 313 nouveautés. Donc, 4 fois par semaine, les libraires sont invités à dire au milieu de 313 nouveaux titres, qu'est-ce qu'ils veulent prendre ce jour-là. Et le lendemain, 300 autres. Et le surlendemain, 300 autres. Et le jour d'après, 300 autres. 4 fois par semaine, toutes les semaines de l'année. Donc, effectivement, il y a aussi cette question de ce flux continu de nouveautés qui est relativement ingérable pour les libraires. Parce que ça ne fait que les nouveautés. Si on rajoute tout le fond, il y a eu une étude qui a compté le nombre de références différentes que manipulait un libraire dans une année d'exercice. Et ça se compte en centaines de milliers de titres différents. Et donc, c'est au-delà, en fait, des capacités humaines. Donc, un libraire ne peut pas savoir, ne peut pas connaître tout ce qu'il a manipulé, tout ce qui est passé dans sa librairie, etc. Je finis juste pour laisser un peu de temps aux questions. Je finis juste sur la partie CO2 pour vous montrer les simulations qu'on a faites, puisque c'est quand même par ça qu'on est rentré dans ce projet-là, en se disant on veut baisser les émissions de CO2, on veut trouver une modélisation qui permette de baisser les émissions de CO2 par lecture. Et donc, on a fait des tableaux Excel, petite passion tableau Excel, et on a fait des scénarios. Je vous présente un des scénarios où on va proposer l'abonnement dans une librairie urbaine, et ça va être important parce que ce qui va jouer beaucoup, en tout cas ce qu'on voulait mesurer, au moins déjà dans les hypothèses, et puis on va le mesurer aussi dans le projet, c'est est-ce qu'on est en train de remplacer la fabrication d'un livre par des kilomètres de voiture pour que l'abonné aille chercher son livre. Et auquel cas, on n'aura rien gagné. Ça nous intéresse pas forcément. Donc, on a fait des simulations. Ici, librairie urbaine, ça veut dire qu'on a pris l'hypothèse qui faisait 2 ou 3 kilomètres et que ces kilomètres étaient faits essentiellement autrement qu'en voiture. Et j'ai mis une autre hypothèse qui était chaque abonné a lu 7 livres dans l'abonnement qu'il a pris, ce qui veut dire qu'il a fait 7 allers-retours entre chez lui et la librairie, puisque à chaque trajet, il ne prend qu'un seul livre. Et donc là, on a regardé, alors on a comparé 3 choses. Il a lu des livres neufs, il a lu des livres d'occasion, ou il a lu des livres qu'il a loués en librairie. Et du coup, dans le cas du livre neuf, on a compté des émissions de fabrication. En moyenne, sur les livres qui nous intéressent, on est autour de 400 grammes de CO2 par exemplaire. Alors ça, si ça vous intéresse, je fais une mini digression, et j'en ai pas sous la main. Beaucoup d'éditeurs font partie, il y a une quarantaine de maisons d'édition qui font partie du groupe Hachette, qui appartient aujourd'hui à Bolloré.
Il se trouve qu'Hachette a une pratique qui est intéressante, c'est que, alors dans un livre, il y a ce qu'on appelle l'achevé d'imprimer. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière à la maison là, donc je pense que vous allez peut-être rien voir, mais ici, à la fin d'un livre, vous avez toujours, c'est obligatoire, marqué l'endroit où il a été fabriqué, où il a été imprimé. Et Hachette a rajouté là-dessus les émissions de CO2 liées à la fabrication du livre que vous avez dans les mains. Donc, si vous êtes curieux de voir combien de CO2 émet un livre, si vous avez des livres du groupe Hachette chez vous, vous pouvez regarder. Ça sera un moyen de savoir si c'est Hachette ou pas d'ailleurs. Ils font ça depuis, je crois, 2017. Donc, en fait, il y a des chances, si c'est pas un livre trop vieux, il y a des chances que vous trouviez l'info dessus. Donc, nous, on a fait une moyenne. En fait, on a regardé en librairie sur la base aussi des bilans carbone de Bayard qu'on avait, etc. On a pris une donnée moyenne qui est que sur les livres là qu'on prend, on va être à un peu moins d'un demi-kilo de CO2 pour la fabrication de livres. Quand c'est du livre d'occasion, il n'y a pas de fabrication du livre. Par contre, il y a du transport. Et quand c'est de la location de livres, il y a de la fabrication, mais qui est répartie. Donc là, je suis sur les émissions par lecture. Et pour le livre neuf, on avait pris l'hypothèse de un livre égale une lecture ou deux lectures, je ne sais plus. 2 lectures peut-être. Donc évidemment, pour la location de livres, on fabrique moins de livres et ils circulent beaucoup plus. Donc, en fait, on amortit beaucoup mieux la fabrication. Et ensuite, on a regardé le transport des clients, qui dans ce cas-là était négligeable. Et en fait, voilà, on est sur des toutes petites quantités de CO2. Le transport du livre, qui est plus important pour le livre neuf, beaucoup plus important pour le livre d'occasion, parce que beaucoup moins massifié. Dans le livre d'occasion, le livre va beaucoup plus voyager tout seul. En tout cas, on s'est basé sur le bilan carbone de Recyclivre, qui est une plateforme de livres d'occasion sur Internet. Du coup, on est parti de leurs chiffres. Là où pour le livre neuf, c'est moi qui ai fait de la simulation, donc c'est sans doute beaucoup moins fiable. Et puis la location de livres, on est parti sur les mêmes hypothèses que pour le livre neuf. On a pris les mêmes méthodes de calcul. Et enfin, on a intégré pour le livre neuf le pilon, puisque 15% de la production est pilonnée. Donc en fait, le système livre neuf entraîne le fait de détruire. Et dans le pilon, j'ai été sympa, je n'ai compté que les émissions liées au recyclage. Je n'ai pas compté les émissions liées à la fabrication des livres qui sont pilonnés, qu'on pourrait légitimement affecter aux livres lus, en se disant, en fait, pour vendre un livre neuf, il faut fabriquer 1,15 livres dans le système actuel, ou 1,20 livres. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un rapport qui est intéressant entre une lecture d'un livre neuf où on est à 500 grammes de CO2, 540 grammes, et une lecture de livre loué où on est plutôt autour de 110 grammes. Ça ne prend pas en compte l'amortissement des émissions du bâtiment. Il y a plein de choses qu'on n'a pas prises en compte. On a juste comparé fabrication, transport client, transport livre. On aurait pu comparer avec une bibliothèque aussi, ça aurait été intéressant, mais le fonctionnement est tellement différent que je ne savais pas trop comment le faire. Et puis, on peut juste regarder derrière. On a fait 2 autres scénarios, simplement pour illustrer et puis pour vérifier qu'on n'avait pas d'angle mort. Donc, le deuxième scénario, c'est la même chose, mais la librairie, elle est en zone rurale. Et donc, on a estimé que le client faisait systématiquement 8 km en moyenne en voiture aller simple, donc x2, et qu'il le faisait majoritairement en voiture. Donc là, vous voyez que ça augmente un petit peu par rapport au schéma précédent. J'ai pas remis le détail, mais ça reste quand même très largement en faveur de la location de livres. On est quand même quasiment sur une division entre 4 et 5 des émissions. Donc, on est bien sur la bonne trajectoire et on est dans les ordres de grandeur qui commencent à nous intéresser. Et puis, j'ai refait la même simulation et ce sera la dernière slide, je pense, ou la quasiment dernière, en se demandant qu'est-ce qui se passe si l'abonné, il lit beaucoup. Et donc là, je lui ai dit qu'il avait lu 15 livres de son abonnement. Mais en fait, malgré le fait qu'il va faire plus de transport, ça amortit tellement mieux les émissions de la fabrication que finalement, c'est encore plus intéressant. Donc, même avec du déplacement, plus il va lire de livres dans le cadre d'un abonnement et d'une mutualisation, plus les émissions de CO2 vont baisser. Ça a tendance à confirmer l'intuition qu'on peut en avoir. Et donc maintenant, on va essayer de le confirmer en faisant des interviews clients une fois qu'on va avoir commercialisé cet abonnement, puisqu'il sera en magasin dans 15 jours. Et du coup, toute dernière slide, et j'arrête de parler, on s'est demandé ce qu'on pouvait vous transmettre de qu'est-ce que... tu peux passer ça, c'est un peu technique, c'est pas à peine que je rentre là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous en avez envie pour nous aider, et ça répondra aussi à la question que tu nous posais, Christophe, tout à l'heure. Et ben d'abord, on sort la com la semaine prochaine. Donc, relayez-la. Vous pouvez nous ajouter toutes les deux sur LinkedIn si vous voulez. On va partager les visuels, l'information, etc. Donc, aidez-nous à relayer l'info. Si vous vivez dans une de ces 3 villes ou que vous connaissez du monde qui habite dans ces 3 villes, achetez des abonnements, offrez des abonnements, incitez à acheter des abonnements pour Noël, etc. Et puis peut-être si vous avez envie, vous pouvez en parler avec votre libraire de quartier, voir comment il réagit. Il va vous regarder sans doute comme un extraterrestre, il va pas comprendre de quoi vous lui parlez,
parce que c'est aujourd'hui quand même ça, c'est un peu de la science-fiction dans la filière. Ça rencontre d'ailleurs beaucoup de freins et de résistance, mais on espère que dans un an, ça commencera à rentrer un peu dans les mœurs et que peut-être on aura des retours d'expérience. Peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on en vendra 8 et que et qu'il faudra qu'on revoie et qu'on se remette au travail. Mais on espère revenir l'année prochaine avec du coup des résultats chiffrés. Et cette fois-ci, je crois que j'ai fini. Alors pour le pour le dernier point, il y a Isabelle qui est dans qui nous écoute là normalement, je crois. Et en fait, elle est libraire. Enfin, je lui ai demandé d'écouter je lui ai envoyé le lien pour qu'elle écoute. Elle est libraire à Vitry. Super. La librairie Les mots retrouvés à Vitry. Donc, je pense, je sais pas puisqu'elle m'a dit qu'elle s'occupait de ses enfants en même temps, donc c'est pour ça qu'elle était en écoute, pour éviter d'avoir peut-être un peu qu'on puisse se parler. Mais voilà, mais ça peut être intéressant parce qu'effectivement, moi je collabore un peu avec elle de temps en temps et effectivement, comme c'est Vitry, c'est une population qui est c'est assez populaire comme ville, ça peut être assez intéressant d'avoir. Mais la question c'était est-ce que l'État et surtout les services Pass Culture pourrait être mis dans la boucle. Parce que quand on voit le nombre de gamins qui viennent avec le Pass Culture en librairie, si c'est couplé avec le Pass Culture, ça va marcher. Si c'est pas couplé avec le Pass Culture. Aujourd'hui, le Pass Culture n'autorise pas à acheter en librairie autre chose que du livre neuf. On n'a pas le droit d'acheter du livre d'occasion avec le Pass Culture, ce qui est quand même intéressant, je trouve, qui dit quelque chose de à quoi sert le Pass Culture. Est-ce que ça sert à lire ou est-ce que ça sert à soutenir l'industrie du livre? Donc aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Cependant, on a mené un atelier parce qu'il y a des ambassadeurs du Pass Culture, donc des jeunes gens et jeunes femmes autour de 18 ans qui se réunissent régulièrement, rencontrent des acteurs culturels, etc. Et donc, on a fait un atelier avec eux dans une librairie à Rennes, en leur présentant l'idée, en leur parlant des impacts de l'industrie du livre, et puis en leur demandant ce qu'ils en pensaient. Et en fait, ils étaient à fond. Et on s'est aussi rendu compte, alors un peu moins sur le Pass Culture, mais il y a un autre dispositif qui s'appelle Jeunes en librairie, qui est payé par les régions, en tout cas qui existe en région Bretagne, je ne sais pas si ça existe partout. Pamela, tu sais si ça existe ailleurs? Ouais, c'est national. Qui finance à la fois des interventions de professionnels du livre en fin de collège et en lycée, et un chèque autour de 30 euros qui est remis aux jeunes pour qu'ils le dépensent en librairie. Et là, pour le coup, en tout cas, moi j'ai discuté avec la région Bretagne et ça les intéresserait de réfléchir au fait d'intégrer, pourquoi pas, des offres d'abonnement dans les chèques jeunes en librairie. Et par ailleurs, ils se sont rendus compte que les jeunes déjà mutualisaient, c'est-à-dire qu'ils s'organisent entre eux en disant, OK, quelle est la série qui t'intéresse de manga ou de romance ou de machin? Moi j'ai 30 euros, toi aussi, lui aussi. À nous trois, on peut acheter 5 tomes. Et donc, ils font entre eux déjà une organisation de repérer ce qui les intéresse et se rendre compte que plus ils le mettent en commun, plus ils peuvent lire de trucs. Ils sont pas complètement idiots. Donc, sur le principe, complètement. Après, aujourd'hui, les freins politiques sont quand même assez nombreux et réels. Donc, je pense pas que ça va être éligible au Pass Culture dès cette année. Et dis donc, un grand merci pour cette présentation. Franchement, c'est c'est génial. J'espère qu'il va y en avoir plein partout. Je propose à chacun d'allumer les caméras. Je lance les hostilités des questions, mais si d'autres ont des questions, franchement, faut pas hésiter. Moi, je me pose une question un peu technique, un peu bête. Qu'est-ce qui se passe si trop d'abonnés veulent tous le même livre? On compte sur leur bonne entente et leur bonne intelligence, puisqu'on va insister aussi sur ça avec les libraires et l'accompagnement des lecteurs, de dire que l'idée c'est aussi de partager et donc tu attends pour avoir, si le livre que tu as vraiment envie n'est pas disponible. On va voir si vraiment ça pose des tensions, mais il ne me semble pas que ça soit un sujet. On verra. Mais effectivement, ça va nécessiter d'essayer de s'organiser pour faire le pari du bon nombre d'exemplaires pour chaque titre. On se donne le droit à l'erreur. Et oui, il y aura certainement des ajustements en cours de. La question, c'est aussi de savoir est-ce que les gens vont s'abonner tout au long de l'année, à quel rythme, à quelle fréquence, ou est-ce que tout le monde, tu vois, va y avoir une grande campagne de souscription peut-être en octobre-novembre, et après plus rien. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être ajuster aussi les commandes au fur et à mesure de l'année et les quantités. Ok, merci pour cette réponse. J'ai des milliers de questions à poser, mais je préfère laisser la parole à d'autres parce que il y a peut-être plein d'autres questions.
Si on n'a Moi, pas tout de c'était suite, bah, j'enchaîne. sur le modèle économique. Ouais. J'ai essayé de faire les petits calculs dans ma tête pendant ta présentation, Fanny, mais je suis pas arrivée au bout. J'ai calculé que ça faisait une quarantaine d'euros à peu près pour l'auteur sur la partie location. J'ai pas eu le temps de calculer avant si c'était de la vente. Et du coup, est-ce que quand tu disais qu'il y avait vraiment un bénéfice supplémentaire, enfin une marge supplémentaire, est-ce que tu l'as calculé en euros dans ton exemple, qu'on le voit concrètement? Et ma deuxième question, c'est pour aller plus loin sur le modèle économique, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui peut être décideur pour grand nombre, c'était de voir effectivement, là vous faites l'essai sur 3 librairies, pour faire vivre un auteur, combien d'abonnements il devrait avoir, ou une librairie pour avoir un chiffre d'affaires qui lui permet de vraiment shifter sur ce type de proposition, quel est le nombre d'abonnements qu'elle devrait avoir pour qu'il y ait des objectifs en fait. Ouais. Alors pour la première partie sur ce qu'on a calculé en euros, etc., on a fait à peu près 450 millions de calculs. On a été très très challengé par les syndicats d'auteurs qu'on a associés très tôt dans le projet, qui sont inquiets sur leur rémunération de manière légitime parce qu'en fait ils gagnent déjà pas leur vie aujourd'hui. Et donc une partie de leur inquiétude, c'était aussi de dire mais si les gens louent les livres, ils vont plus les acheter. Et donc en fait, certes, je vais un peu mieux gagner sur l'abonnement, mais si ça me fait rater 8 ventes à côté, bah en fait je vais pas du tout m'y retrouver. Donc on l'a un peu manipulé dans tous les sens. En se demandant aussi qu'est-ce que sur 100 euros de panier moyen, si ces 100 euros sont répartis entre le livre neuf, le livre d'occasion, la location, etc. On a fait plein d'hypothèses et de scénarios pour essayer d'être sûr que notre système n'aboutisse pas à finalement moins d'argent dans la poche des auteurs et des autrices. Ceci dit, c'est vraiment un des objectifs là de l'expérimentation dans 3 librairies, c'est de regarder si on a raison ou pas. Parce que en fait, s'il faut, on va se tromper. On a regardé les seuils à partir de combien d'abonnements le libraire ne perdait pas d'argent, à partir de combien d'abonnements le libraire gagnait mieux sa vie sur l'abonnement que sur la vente. Ceci dit, encore une fois, ça va rester anecdotique dans le CA des libraires. Tu vois, là, on se dit, s'il en vend 80, il va faire 1400 euros de chiffre d'affaires. Bah, c'est son chiffre d'affaires d'un gros samedi avant Noël, tu vois. Donc, en fait, et nous, ça va être sur l'ensemble de l'année. Donc, aujourd'hui, notre sujet, il n'est pas du tout encore le passage à l'échelle. Il est voir si ça intéresse ou pas les clients. Parce qu'en fait, si ça intéresse pas les clients, ben on remballe tout et puis on fait autre chose. Tu vois, s'il y a personne pour l'acheter, même si c'est écologiquement hyper intéressant, il ne fera rien. Ensuite, on a un gros enjeu, je vous en ai pas parlé, mais on a plein de sujets juridiques avec ce projet. Et ils sont pas tous réglés loin de là. Donc en fait, une partie là du travail, ça va être de tester sur le terrain le côté commercial et économique, mais en parallèle, on a un travail de concertation et d'études juridiques qu'on a démarré, qui est pas simple. Et tant qu'on n'aura pas répondu aux questions de l'interprofession sur les aspects juridiques, on ne pourra pas de toute manière passer à l'échelle, démultiplier, être dans plein de librairies, etc. On a pas mal de demandes de libraires que ça intéresse. On a pas mal aussi d'intérêt de côté de quelques éditeurs indépendants. Mais il y a plein de libraires qui commencent à imaginer des trucs. Et des trucs très malins. Des envies. Il y a une librairie théâtrale à Paris qui va sans doute proposer ça pour les étudiants de théâtre qui rentrent en première année de théâtre ou qui ont besoin de lire rapidement plein de théâtre contemporain, par exemple, qui vont pas trouver à la bibliothèque municipale, qui peuvent pas acheter, ils peuvent pas acheter 150 pièces de théâtre dans l'année, c'est pas possible. Et donc pour eux, une offre d'abonnement serait vraiment hyper maligne. On a une librairie BD à l'étranger, BD francophone à l'étranger, qui a un public qui veut pas acheter trop de livres parce qu'ils sont expats, ils vont peut-être rentrer, ils vont peut-être déménager. La BD, ça coûte déjà cher, mais alors exporter à l'étranger, c'est la ruine. Et donc là, il n'y a pas de concurrence avec la bibliothèque locale qui n'a pas de BD en français. Et donc là, on est vraiment sur un truc aussi où il y a un marché qui nous paraît hyper intéressant à explorer. Mais aujourd'hui, on n'est pas à l'endroit de passer à l'échelle. On est vraiment à déjà vérifier que ça tient d'un point de vue commercial, économique, juridique et CO2 et environnemental. Et tu avais une deuxième question, non, qui était, je l'ai oubliée. Non, ça t'as répondu, ouais. En tout cas, bravo d'avoir fait une étude aussi large sur la filière, bravo. Si on avait connu à l'avance toutes les difficultés, on l'aurait pas fait. Je sais pas, je crois qu'on est quand même passé par des moments vraiment de désespoir. Mais a posteriori, c'est aussi une très très grande joie quand même. La coopération que ça a créée entre des gens qui ne se parlent jamais et qui ont été d'accord de travailler ensemble, c'est assez magique.
DCB, moi, Moi, franchement, j'ai juste un témoignage plutôt, peut-être un témoignage et une proposition. C'est que je suis allé au forum Entreprendre dans la culture au début du mois de juillet, qui était organisé par le ministère de la Culture à Paris et à l'école d'architecture de Belleville. Et en fait, je me suis retrouvé dans une intervention sur les arts littéraires. Et donc en fait, à la fin, il citait tous les professionnels du livre. C'est-à-dire que c'est des gens les arts littéraires, c'est comment on présente de la littérature sans passer par le livre. C'est-à-dire en lecture, en pseudo-théâtre, entre les deux, en sorte de stand-up qui n'en est pas, etc., etc. Et en fait, ce qui était intéressant déjà, c'était qu'ils disaient que quand ils organisent des événements, ils ne mettent plus le mot littérature. Parce que le mot littérature est répulsif, en fait. Donc, ils inventent plein de mots, plein de trucs. Parfois, ils mettent même rien. Ils disent même le nom du festival, c'est tout. Et puis, il n'y a pas de sous-titres. Et puis, il y a plein de trucs qui se font dans les trucs croisés. Mais à la fin, moi, je regardais surtout ça du plan, parce qu'ils ont cité tous les professionnels du livre, sauf les libraires. Et donc, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, et il y avait des gens de la Bibliothèque nationale, et je leur ai posé la question et je leur ai demandé pourquoi il n'y avait plus les libraires. Et en fait, ils disaient parce que le livre, à terme, n'est plus un support, en fait. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, que c'est juste un témoignage avec des gens qui s'occupent d'art littéraire. Je sais qu'il y a une association, etc. Enfin, j'ai plus le nom en tête, mais ça doit pouvoir se retrouver. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est de leur redonner un peu le goût du livre, en fait. Et l'autre proposition, toujours pour reparler de Vitry, parce que sur ce genre de consommateur des séries, il y a tout ce qui est polar. Et à Vitry, il y a à Vitry au mois de fin novembre, début décembre, il y a un salon du polar qui est un salon assez, qui est pas un gros salon du polar. Donc ça pourrait peut-être être intéressant d'intervenir pour voir il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs, aussi en auto-édité ou des choses comme ça, avec des grosses séries, des grosses séries. Et je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'intervenir. Il faudrait demander à Isabelle si elle peut organiser ça, parce que justement, là pour le coup, il y a des gens qui sont des gros consommateurs le polar, ça se consomme en série, ça se consomme voilà, donc ça peut aussi être intéressant sur ce genre. Et puis surtout les sorties, souvent les gens cherchent les sorties et puis consomment les sorties, les rendent, etc. Donc il y a peut-être le polar, au-delà du livre jeunesse, ça pourrait être intéressant peut-être à tester, quoi. Oui, sur les segments, les différents segments éditoriaux, une des libraires partenaires, l'Arcelé, qui est une librairie généraliste, clairement, elle le voit, elle aimerait bien le tester sur le polar après. Ouais, ouais. Donc, effectivement. Et après, sur les festivals aussi, proposer des abonnements, il me semble que ça pourrait être une piste intéressante pour créer en fait une médiation tout au long de l'année, justement, à partir des auteurs qui vont être invités, de proposer une offre d'abonnement pour permettre de découvrir en amont, en fait, tous les livres des auteurs invités, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de les acheter, ils ne sont pas forcément à la bibliothèque. En tout cas, ce qui est intéressant aussi avec cette expérimentation, c'est qu'on a tout de suite plein d'exemples ou des envies ou des idées qui nous viennent en tête, quoi, et qui pourraient être surtout que là, toujours pour parler de Vitry, mais parce que c'est l'exemple que j'ai en tête, mais il y a qu'une librairie de livres neufs, donc il y a la librairie Les Mots Retrouvés, et après il y a une librairie de livres d'occasion qui est une librairie c'est Livre en Lutte, donc qui est c'est très à gauche, comme festival. Donc il y a une librairie de livres d'occasion. Il y a plusieurs librairies qui sont des librairies de livres d'occasion, et c'est tout. Donc en fait, effectivement, quand les gens viennent, les gens de Vitry, puis c'est encore un festival qui est assez local, et donc quand les gens de Vitry viennent, s'ils pouvaient justement acheter un abonnement et faire l'expérimentation d'acheter un abonnement, et puis après de pouvoir retrouver les livres tout au long de l'année, ça donnerait une belle continuité au festival, en fait. Tout en garantissant des revenus pour la librairie qui s'en occupe. Carrément. C'est exactement l'idée, ouais. Donc voilà. Je me pose une question un peu technique. Merci Damien pour toutes ces pistes, toutes ces idées, et c'est clair. Moi j'ai l'impression, je rêve que tout le monde, tous les secteurs, toutes les librairies aillent dans ce projet. Après, je me pose une question par rapport à votre modèle économique.
c'est par rapport au nombre de livres. Enfin, je me dis que plus il y a de livres sélectionnés, plus ça diminue la recette pour les ayants droit, si je me trompe. Et du coup, du coup, ça passe forcément par une sélection. Et alors du coup, la question c'était, alors il y a un peu ça, mais j'imagine que les questions juridiques que vous posez, c'est lié à ça aussi, ou pas forcément. Vous disiez qu'il fallait avancer sur les questions juridiques. Alors, il y a deux choses. Effectivement, évidemment, plus tu mets de titres, plus tu partages les recettes. Après, tu pourrais imaginer que plus tu as de titres, plus ça attire de clients. Mais nous, on s'est dit que l'industrie du livre, un de ses mots aujourd'hui, c'est la surproduction et la trop grande quantité de titres. Donc là, l'idée, c'est aussi de ce qu'on vous vend, c'est pas seulement de la lecture, c'est aussi du conseil. C'est aussi de la recommandation, c'est aussi du tri. Quand on a fait les premiers entretiens clients, on est allé en librairie pour poser des questions aux clients en leur disant ça vous intéresserait, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui nous ont dit non, mais moi, je vous paye 10 euros par mois pour que vous me disiez tiens, tu lis ce livre-là. C'est tout, et rien d'autre. Et parce que il faut communiquer, en fait. Et on se rend pas bien compte parce que nous, on a un capital culturel, comment dire, éducatif, etc., qui fait que quand on rentre dans une librairie, on n'est pas en panique. Mais en fait, quelqu'un qui est un peu éloigné de ce capital culturel et social-là et qui rentre dans une librairie, c'est ultra intimidant. Comment vous voulez choisir? Enfin, je veux dire, une grosse librairie, elle a 15 000 références différentes. Comment vous faites un choix? C'est quasiment impossible. Donc là, nous, notre idée, c'est un peu d'aller au contraire de ça et de dire, voilà, nous, pour cette année, on vous propose ces bouquins-là et on sait que ça va s'ajouter à vos achats, à votre bibliothèque, à vos prêts entre amis, à vos cadeaux, machin. Mais nous, ces livres-là, on les a lus, on vous les recommande, on pense qu'ils sont adaptés pour votre tranche d'âge ou pour les polars ou je sais pas quoi. Et c'est aussi ce qui va différencier la librairie d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, enfin là, en ce moment de période de rentrée littéraire, vous rentrez dans 3 librairies, vous avez les mêmes tables de rentrée littéraire avec Mauvigné, Carrère et Nothomb, quoi. Je veux dire, donc nous, on n'a pas forcément envie d'étendre trop la sélection. La librairie qui nous a inspiré, donc c'est une chaîne de librairie qui ressemble à Cultura, qui est en Suède. Eux, leur sélection, elle vise les adultes et elle comprend 55 titres. Donc beaucoup plus que nous. Et par contre, ils en publient 45 au début et ils s'en gardent 10 qu'ils ajoutent en cours d'année, comme des surprises pour pouvoir coller à l'actualité ou des choses comme ça. Bon, à voir. Typiquement, une offre de théâtre, il y aura plus de titres parce que c'est lu très très vite. Et donc, si tu proposes 30 titres de théâtre, tu les as lus en 3 semaines si tu es étudiant de théâtre, quoi. En gros, ça suffit pas. Du manga, il en faudrait sans doute plus parce que c'est lu très vite. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que tu mets dans ton offre. Et sur les questions juridiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le point principal qui est très compliqué pour nous aujourd'hui, c'est, à nouveau, c'est très typique au marché du livre. En France, il y a une loi qui dit que c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Et le prix du livre est le même chez tous les détaillants. Donc, chez ta librairie de quartier ou sur Amazon, le livre est au même prix. C'est le contraire de la règle de libre concurrence qui dit que ce ne sont pas les metteurs sur le marché, mais que ce sont les détaillants qui doivent fixer le prix normalement. Cette loi sur le prix unique, elle ne mentionne pas la location. Elle dit juste l'éditeur doit fixer le prix de vente du livre. Et donc, en fait, on a un petit vide juridique qui, dans le cas de la location, qui fixe le prix. Et c'est important pour nous parce que cette règle du prix unique, cette loi du prix unique, elle est très, très, très importante pour l'économie du livre aujourd'hui. Elle défend l'industrie des libraires, en fait. Donc, exactement. Et donc, on ne veut pas se servir, on ne voudrait pas que notre expérimentation puisse être une manière d'attaquer ou de scier un peu le socle de cette loi sur le prix unique. Donc ça, c'est un élément assez important. Génial. Moi, j'ai très envie de raconter une expérience personnelle par rapport à ça. C'est que je suis membre d'un comité de lecture de Chambéry et BD. Et en fait, le principe, c'est simple. Je paye 40 € à l'année. Et je peux lire jusqu'à 300 BD dans l'année, mais en vrai, j'en lis 100, 150. Et juste, il y a un bureau à la maison des associations, on y va, on passe les clés, on récupère les BD, puis après on note. Et le principe, c'est qu'après, à partir de ces notes, ça définit qui va gagner l'éléphant d'or et tout ça. Mais en début d'année suivante, on renouvelle notre cotisation et en fait, on repart avec un sac de bande dessinée. C'est parmi toutes les BD louées, achetées dans l'année, on se les redistribue et on part chacun avec en fonction des comités, on part avec 5, 10 BD. Voilà.
Et ce faisant, ben, moi, en fait, alors, du coup, je choisis pas ma BD, ça, mais bon, ça, c'est différent de l'expérience que vous mettez en place, mais par contre, j'adore l'idée, et par contre, avec cette expérience, je réalise que, enfin, déjà, je fais énormément d'économies, parce que c'est beaucoup de BD de l'année, et je réalise que sur tout ce qui s'est passé dans l'année, ben, en vrai, j'aurais voulu acheter beaucoup de BD, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça que j'ai aimé, et en vrai, sur 30, 150 BD que j'ai lus, il y en a que, allez, 3 que j'ai envie d'acheter, quoi. Et ouais, moi je trouve ça super votre initiative. Mais ce qui me fait peur, c'est ça, c'est que je vois bien dans ce comité, tout le monde tripe sur les mêmes BD, souvent, quoi. On veut tous. Et Christophe, là c'est dans le cadre d'un festival, c'est ça? C'est-à-dire que vous faites le comité de lecture et les livres, ils sont achetés ou c'est des services de presse qui sont envoyés? Ils sont un peu des deux. Il y a l'argent, là, tu vois, on met 50 à chacun payer 40 euros, ça fait un bon budget, permet d'acheter un stock de BD et qui est complété par ce qu'on voit les éditions. C'est hyper intéressant, ça montre bien que cet usage-là, il est pertinent. Par contre, dans votre modèle, les éditeurs, et encore moins les auteurs, ne touchent rien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de partage de cette valeur. Carrément. Et c'est pour ça, sur les services de presse, les auteurs touchent 0 € de chiffre de droit d'auteur. Un service de presse, l'auteur n'est pas du tout rémunéré. Mais je sais pas si c'est service de presse ou maison d'édition, mais oui, j'imagine bien que. Mais c'est souvent la pratique, enfin sur les salons BD, sur les festivals BD, et ça veut dire qu'il y a quand même un manque. Et moi, je pense que si tu l'ouvrais plus largement aux lecteurs, et voilà, pour lire toute la production des auteurs, qui sont programmés. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Christophe, et je pense que c'est un segment éditorial, la BD, où tu peux plus, quoi. Une BD, maintenant, ça peut monter jusqu'à 30-40 euros. Voilà, ça commence à... Moi, j'en ai 3000 à la maison, c'est vraiment un budget. C'est une vraie drogue, en fait, c'est problématique. Non, d'ailleurs, on peut t'accompagner pour que tu les mettes on peut faire une prestation en location, si tu veux. Ouais, mais je les aime toutes celles que je peux pas. Non, mais c'est un souci, regarde tous les bouquins qui sont derrière Damien, là. Va tous les mettre à partager, Damien, là. Mais j'ai une petite question d'ailleurs, la sélection des livres, elle se fait comment? Alors là, si tu veux, c'est un exercice, on peut dire, qui n'était pas dans l'idéal. Le libraire travaillerait avec son représentant ou les éditeurs et dirait, moi j'aimerais bien dans ton catalogue prendre tel ou tel livre. Là déjà on avait une contrainte où il fallait qu'on trouve des éditeurs partenaires qui souhaitaient embarquer dans l'aventure. Après il fallait l'accord des auteurs, des illustrateurs, tu vois, donc c'était plusieurs auteurs. Pour des questions juridiques, comme l'a dit Fanny, c'était très compliqué. On a pris que des auteurs français, pas d'achat, parce que sinon c'était compliqué aussi au niveau du contrat. Et puis après coup, on s'est dit que c'était très bien de valoriser aussi l'édition de création française. Voilà, et de valoriser ça. Mais donc, oui, c'est un peu... là, on avait beaucoup de contraintes. Après, ça serait à voir dans l'idéal... pour que les libraires puissent vraiment totalement s'approprier cette sélection et la faire à façon. Parce que là, on a une sélection qui est la même pour les 3 libraires, mais ça a été aussi un exercice intéressant de le faire en coopération. De dire à un libraire, bon, moi j'aime moins ce titre, mais voilà, si toi tu me dis que c'est bien, on va le sélectionner. Si. Je suis claire, mais... Carrément. Carrément. On avait démarré à peu près à 8h15, on avait du temps. Il est 21h15. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête pour ce soir. Ça permet de faire une vidéo pas trop longue. Quand on va la proposer sur YouTube, de pas partir sur une vidéo d'1h30. 1 heure, c'est bien comme format. Un grand merci pour ce partage parce que c'est génial. Vraiment, j'adore. Eh ben, merci beaucoup. On était vraiment contente de venir présenter ça aux shifters. Moi, j'étais pas venue depuis longtemps chez les shifters, donc ça me fait plaisir de vous revoir et de partager ça avec vous. Bah ouais, d'autant que tu es un peu la maman de ce groupe, Fanny. Au moins. Au moins.
Merci, c'était cool. Bah, moi, j'ai noté le 14 octobre dans Ouais, l'agenda j'aimerais depuis bien longtemps, souvenir aussi. Christophe. Trop bien. Ben oui, 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 ça va être chouette. J'espère qu'on sera nombreux. Super. Super. Merci Merci beaucoup. beaucoup.